Chapitre 1. La fête du village. C'était un de ces après-midi doux et ensoleillés du début septembre, où le village de Rose Hill semblait presque trop parfait pour être réel. Le clocher de l'église se détachait sur le ciel pâle. Les rosiers du jardin du presbytère étaient encore en fleurs, et l'air transportait de légers parfums, mêlés de terre humide et de pain frais sortis du four, posés sur la verdure. Car Rose Hill était le genre d'endroit qu'on imagine sur une carte postale, charmant, ordonné et serein, préservé des troubles du monde. La fête du village battait son plein sur la place, et toute la paroisse semblait y avoir participé. Il y avait des tables chargées de confitures et de gâteaux, une tombola organisée par Madame Bantry de Marley House, et un kiosque à livres d'occasion des plus respectables, surveillé par la femme du pasteur, qui gardait les volumes avec la même solennité qu'elle apportait au sermon de son mari. Les enfants s'agitaient avec des drapeaux en papier, tandis que des dames âgées prenaient en place sur des chaises en bois pour profiter du spectacle, bavardant sur un ton qui se voulait discret, mais qui portait remarquablement loin. Miss Jane Marple était assise sur l'une de ces chaises, son chapeau de paille soigneusement épinglé, son tricot posé sur ses genoux. Elle ressemblait en apparence à n'importe quelle dame d'un certain âge se contentant de passer l'après-midi à discuter avec distinction. Ses yeux bleu pâle, pourtant, étaient loin d'être oisifs. Ils allaient discrètement d'une cabine à l'autre, notant les petits détails. Le jeune homme qui se tenait avec une étrange raideur, le regard inquiet de Madame Larkin par-dessus son épaule vers son mari, qui s'attardait trop près de la tente à bière. Le fils du pasteur qui avait une trace de rouge à lèvres sur le col. De telles choses étaient toujours là, disait souvent Miss Marple, pour peu qu'on prenne la peine de regarder. La nature humaine ne changeait pas, que ce soit à Rose Hill, à Saint-Mary-Mead ou ailleurs. À 15 heures précises, le clou de la fête fut annoncé, l'ouverture du quiz du cimetière. C'était une idée de la société historique. Et si certains villageois l'avaient jugée morbide, d'autres la trouvaient originale et instructive. Des fiches avec des questions devaient être remplies, chacune faisant référence à des détails des pierres tombales du vieux cimetière. Date, épitaphe, nom. C'était censé être une diversion, et un petit prix était offert pour le plus grand nombre de bonnes réponses. Plusieurs villageois, dont l'institutrice Mademoiselle Evans, se sont empressés d'y participer avec enthousiasme. Miss Marple ne bougea pas. Les pierres tombales, elle le savait, en disaient souvent autant sur les vivants que sur les morts. Et elle se demanda avec curiosité quel nom avait été choisi pour le quiz. Elle se levait juste pour examiner la feuille d'inscription lorsqu'un cri interrompit le brouhaha de la fête. Cela venait du cimetière. Un jeune garçon essoufflé et pâle accourut du portail du cimetière en criant « Il y a un homme, il y a un homme étendu là, dans les tombes !» Les rires et les bavardages retombèrent aussitôt dans un silence stupéfait. Plusieurs villageois se précipitèrent, parmi lesquels le vicaire et l'agent Pritchard, qui, par hasard, n'étaient pas de service, mais ne manquaient jamais une fête. Miss Marple, sans paraître pressée, rangea son tricot et le suivit. À l'extrémité du cimetière, au-delà du mur recouvert de lierre, un petit groupe de personnes s'était rassemblé. À travers eux, Miss Marple aperçut la silhouette immobile d'un homme étendu sur l'herbe entre deux pierres tombales usées par les intempéries. Il était d'âge mûr, corpulent, ses traits étrangement paisibles au repos. Son chapeau avait roulé et reposait près d'une pierre gravée de ces mots « C.J. Thomas Reed ». Époux et père bien-aimé, 1869 à 1935. À côté se trouvait une autre inscription, usée et penchée, dont l'inscription avait presque disparu sous l'effet du lichen et du temps. Pourtant, à mesure que la vue de Miss Marple s'habituait, elle distinguait à peine les lettres pâles. Ici repose également Thomas Reed, fils bien-aimé, 1900 à 1935. Les villageois murmurèrent entre eux, des murmures choqués. Mais le regard de Miss Marple resta fixé sur le visage de l'homme,
puis sur le curieux hasard de ces deux pierres côte à côte, deux tombes, deux noms, pourtant portant le même, une tombe à deux noms. Et maintenant, semblait-il, un nouveau corps gisait dessus. L'agent Pritchard se pencha pour examiner l'homme et leva les yeux, l'air grave. « Il est mort, » dit-il simplement. « Glacé. Et pas de mort naturelle, je parie. » Un frisson sembla parcourir la petite foule, malgré la chaleur de l'après-midi. La mort était arrivée à Rose Hill, soudaine et choquante, s'immisçant dans la plus innocente des fêtes de village. Il y aurait des questions, des murmures, et bientôt des accusations. Miss Marple, se tenant un peu à l'écart, serra son châle contre ses épaules. Elle avait déjà commencé, à sa manière calme et pensive, à réfléchir non pas aux circonstances de la mort, mais à une question bien plus importante. Qui, à Rose Hill, avait souhaité la mort de cet homme, et pourquoi? Chapitre 2. Rumeur sur le green. Le soir, les banderoles avaient été discrètement retirées. Elles pendaient maintenant du mur du cimetière comme des rubans fatigués après une fête d'enfants. Les tables à tréteaux étaient vides. Quelques gobelets en carton volaient dans la brise légère et se logeaient, sans convenance, contre les vieilles pierres. La fête, si soigneusement préparée par le comité des dames, s'était dissipée aussi soudainement que l'écume, laissant tout le village de Rose Hill dans une sorte de désordre respectueux, comme si le village lui-même retenait son souffle. La nouvelle s'était répandue avec une rapidité étonnante. C'est peut-être une évidence. Les mauvaises nouvelles ont des jambes. À Rose Hill, il y en avait des centaines. Lorsque le soleil se posa derrière les peupliers, Madame Cobb, chez l'épicier, avait reçu 3 versions distinctes de l'événement, chacune racontée clairement et fermement crue. Dans l'une, l'homme avait été poignardé, dans une autre, empoisonné. Dans une troisième, il était simplement tombé raide mort en lisant une inscription qui maudissait tous ceux qui s'approchaient. Cette dernière avait fait de bonnes affaires, car les malédictions sont bien plus amusantes que les coronaires. Madame Cobb hocha la tête, plissa les yeux d'un air entendu, et pesa une demi-livre de sucre pour Madame Larkin, comme si cela était intimement lié à la tragédie. Miss Marple, qui n'aurait jamais osé interrompre les communications du village, prit le chemin le plus détourné, longea le chemin longeant le bosquet, et remonta jusqu'à la mare aux canards. Elle avait pour habitude, lorsqu'un événement inquiétant se produisait, de laisser le village s'exprimer avant d'examiner la question elle-même. Les gens, avait-elle constaté, en disent à bien plus qu'ils ne le souhaitent, surtout lorsqu'ils sont effrayés et souhaitent paraître raisonnables. Son cottage de Rose Lane, à quelques portes seulement du bureau de poste, dégageait l'atmosphère calme et ordonnée d'un lieu où l'on utilisait et entretenait les choses avec soin. Le petit salon sentait la lavande et le charbon. Un canari chantait doucement dans une cage près de la fenêtre, et sur la cheminée, une rangée d'assiettes peintes représentait des dames en crinoline faisant peu de choses, mais le faisant avec charme. Miss Marple se prépara une tasse de thé, diluée à sa guise, et s'assit près de la fenêtre tandis que le crépuscule s'installait et que la ruelle devenait bleue et immobile. Elle ne se laissait pas aller à la rêverie en de tels moments, contrairement à ce que certains supposent des personnes âgées. Elle repassait ce qu'elle avait vu avec une méthode bien à elle, même si elle aurait été la dernière à le nommer ainsi. Il y avait l'homme, d'âge mûr, corpulent, inconnu de la plupart, du moins c'est ce que disaient les visages. Il y avait les 2 pierres tombales, le père et le fils, Thomas Reed, puis Thomas Reed, tous 2 morts la même année, 1935. Et il y avait la disposition du corps de l'homme. Un détail peut-être, mais combien de détails étaient souvent décisifs. Il était tombé de cette curieuse façon qui est presque une mise en place. Son chapeau avait roulé proprement sur le côté, et il y avait, si elle ne se trompait pas, une trace sur le revers de sa main droite, plus foncée qu'une tache d'herbe, et trop visible pour être de la simple terre. Un léger bruit s'éleva dans la ruelle. Des pas, des voix. Rose Hill sortait pour discuter.
Miss Marple enfila son chapeau, un élégant chapeau marron avec un ruban délavé, et son manteau doux. Il ne fallait pas être trop audacieux, se répétait-elle toujours. Mais il ne fallait pas non plus s'absenter au moment où la nature humaine s'exprimait le plus clairement. Elle souleva le loquet et entra dans le soir. Au coin, juste au-delà de la haie de prunellier, se dressait le portail blanc et impeccable du presbytère. L'épouse du pasteur, Madame Alford, s'était postée, à la manière des bonnes femmes du monde entier, pour apaiser les passants et recueillir au passage le moindre détail susceptible de les réconforter ou de les inquiéter. Elle portait une assiette de gâteau aux graines, sorte d'emblème moral, et en offrait une part à chaque interlocuteur, comme si le sucre et la muscade pouvaient apaiser la situation. « Ma chère Miss Marple, s'écria-t-elle d'un air soulagé, vous êtes un peu pâle. Venez vous asseoir un instant dans le jardin. C'est épouvantable, on a du mal à y croire. » « Très épouvantable, » admit Miss Marple en se laissant guider par le petit portail vers une bande de pelouse bordée de phlox tardifs. « J'ai parfois pensé, » ajouta-t-elle doucement, « que les cimetières ressemblent beaucoup à des salons, remplis de ce que les gens veulent montrer d'eux-mêmes. Le danger est de croire tout ça. » Madame Alford cligna des yeux, sans vraiment suivre, et lui pressa le gâteau de graines contre la tête. « L'agent a été formidable, » dit-elle avec conviction, « tellement constant. Je suis sûre que les autorités compétentes auront tout en main d'ici 1 heure. Le docteur Hayter est parti immédiatement, bien sûr. Il a un comportement tellement rassurant. Non pas qu'il y ait eu quoi que ce soit. Enfin, vous savez. Quant à savoir qui est ce pauvre monsieur, poursuivit Madame Alford, baissant la voix jusqu'à un murmure chrétien, il semble qu'il ait séjourné au Rose and Crown. Monsieur Cobb l'a appris de son garçon qui s'occupe des caisses. Un certain monsieur Brown, ou était-ce Browning? Quelque chose de très ordinaire. On est reconnaissant d'une certaine manière quand des tragédies frappent des personnes ordinaires. Miss Marple accepta cette idée qu'il y avait une limite au drame d'un léger hochement de tête. « Quelqu'un l'a-t-il vu à la fête ?» demanda-t-elle. « Avant la découverte ? Oh oui. Je crois qu'on l'a vu près du kiosque à livres. Mademoiselle Evans se souvient de lui parce qu'il nous a demandé si nous avions des anecdotes locales. On ne comprend pas pourquoi. Il y a très peu de choses à dire sur Rose Hill qui ne soient parfaitement charmantes. »« C'est surprenant, » dit doucement Miss Marple, « à quel point le plaisir a souvent des notes de bas de page. » Avant que Madame Alford ait pu comprendre, le vicaire lui-même, petit, à lunettes, aimable, descendit le chemin, l'air inquiet, plusieurs pancartes à la main. « Ma chère, Madame Larkin est dans un état épouvantable, » dit-il à sa femme. « Elle affirme avoir déjà vu le défunt, sans pouvoir préciser où. Elle se souvient de la forme de son chapeau, s'il vous plaît. Je ne suis pas sûr que les chapeaux soient des preuves recevables. »« Soyez-en sûrs, » murmura Miss Marple. « Les chapeaux ont trahi beaucoup de femmes et quelques hommes. » Le vicaire parut bouleversé par cette observation mondaine, puis, se ressaisissant, sourit à Miss Marple avec l'air d'un homme qui s'enhardit. « Vous étiez là quand ils l'ont trouvé, Miss Marple. Vous avez tout vu. »« Presque tout, Monsieur Alford. » Elle but le reste de son thé et de sa rose. « J'en ai vu assez pour être désolée. Je vais peut-être faire un tour au Rose and Crown. On se souvient souvent mieux après avoir versé de l'eau chaude sur des feuilles de thé. » Si Madame Alford avait entendu cette remarque de quelqu'un d'autre, elle l'aurait peut-être trouvée étrange. Venant de Mademoiselle Marple, cela semblait simplement prudent. Elle et le vicaire regardèrent la petite silhouette droite s'avancer sur le chemin et disparaître sous le portail, comme escortée par la bienséance elle-même. Le Rose and Crown, avec son toit de chaume bas et ses poutres enfumées, était aussi familier au village que le porche de l'église. Monsieur Pottle, le propriétaire, ne croyait qu'à une bière raisonnable et aux bonnes manières, et sa femme, une femme calme et carrée, dirigeait le salon arrière avec la même gravité efficace qu'elle aurait mise à accompagner une troupe à l'église. Le bar de devant abritait à cette heure un petit groupe d'hommes, dont Monsieur Larkin sirotant une pinte avec l'air coupable d'un mari qui sait que sa femme compte les minutes. Ils parlaient tous en même temps, et pourtant, par une loi de la physique rurale, ils entendaient tout.
Bonsoir, Miss Marple, dit M. Pottle avec une chaleur respectueuse lorsqu'elle apparut sur le seuil. Un petit coup dur pour nous tous. Terrible, affreux. Voulez-vous prendre votre dose habituelle? Juste une goutte. Merci, Monsieur Pottle. Un tout petit verre d'eau d'orge suffira amplement, dit Miss Marple en s'installant sur un banc près de la fenêtre. Les hommes se ressaisirent et adoptèrent leur meilleur comportement. Il est curieux de constater à quel point la vertu est censée être plus à l'aise en présence de dames âgées. Bien sûr, les conversations ne cessèrent pas. Elles atteignirent simplement un ton de raisonnement mordant, comme si les faits pouvaient être ramenés au calme par des coups suffisamment violents. « Un étranger au village », annonça M. Larkin après une toux importante. « Ce n'est jamais bon signe. »« Maintenant, Tom, » dit M. Pottle, occupé avec un torchon sur le comptoir, « nous avons des étrangers chaque année pour la pêche. »« On ne pêche pas près du cimetière, » rétorqua Mr. Larkin. « Et il posait des questions. Mademoiselle Evans l'a dit. Des questions sur les vieilles pierres et tout ça. Que peut bien vouloir un homme avec les noms des morts? »« Cela pourrait intéresser quelqu'un, » dit Miss Marple avec sa douceur, comme une habitude intime. Les histoires locales sont souvent écrites par des personnes peu familières avec le lieu, je trouve. Cela leur donne une certaine énergie. Plutôt de l'énergie pour la méchanceté, murmura un petit homme aux oreilles rouges qui tenait le magasin de vélos de la Grand-Rue. Mon Elsie dit qu'elle l'a vu s'en prendre à la femme de ménage de Madame Bantry près du stand de confiture, audacieux comme l'acier. Votre Elsie voit tout le monde s'amuser avec tout le monde, observa M. Pottle non sans raison. C'est la confiture qui fait ça. Les gens se penchent. Il y eut un rire général, discret en même temps, car le rire semblait un peu indécent. Il les soulagea néanmoins, cette touche de comédie, comme un col desserré soulage le cou. Miss Marple sirotait son eau d'orge et observait le visage des hommes. Ils réfléchissaient tous intensément à leur motivation, même s'ils ne les auraient pas appelés ainsi. Chacun repassait mentalement les petits détails de la vie du village. Qui devait à qui un mot, une livre, une gentillesse, qui avait parlé hors de propos, qui avait été vu avec qui et à quelle heure, et lesquelles de ces petites choses pouvaient, sous la pression, se transformer en une ombre. Ils ne cherchaient pas à accuser, ils souhaitaient plutôt dissiper les soupçons afin de retrouver la sécurité dans leurs appartements. Finalement, M. Pottle, un homme honnête qui détestait les spéculations car elles perturbaient sa cave, se pencha confidentiellement par-dessus le comptoir. « Entre nous, mademoiselle Marple, » dit-il, « le monsieur Brown, en signant le livre, est venu hier avant le déjeuner. Il a pris la petite chambre à l'arrière, donnant sur la cour. Pas de bagages, juste une valise. Il a dit qu'il pourrait rester 2 nuits. Un homme calme, très poli. Il n'a pas bu. Il a passé l'après-midi à l'église, dit-il à madame Pottle, a noté des choses. « Et a-t-il parlé à quelqu'un » demanda Miss Marple, comme par simple curiosité, comme par intérêt pastoral pour la conversation. M. Pottle frotta le bois propre avec son chiffon. Il m'a parlé des trains. Il m'a demandé quand partait le dernier train pour Market Ledbury le soir. Il semblait vouloir s'en assurer. « Ah » dit Miss Marple, « et il est sorti ce soir ?» « Il est sorti pour la fête et n'est pas revenu, » dit madame Pottle depuis la porte du salon. « Je l'ai remarqué car j'allume le feu tôt quand il fait un peu frais, et je mets toujours un biscuit dans l'assiette pour ceux qui reviennent avec un petit creux. Voilà votre eau d'orge, Miss Marple. Une goutte de plus ? Merci, non. » Miss Marple se leva. « Vous m'avez été très utile. Je suppose que les personnes compétentes arriveront bientôt avec leur carnet. » « Ils voudront le livre, » dit M. Pottle d'un air sombre. « Ils veulent toujours le livre. Je n'aime pas les histoires étranges sous mon toit qui finissent mal. » Miss Marple quitta le Rose and Crown avec le sentiment que certaines pièces étaient parfaitement conformes à ce qu'elles devaient être, même si quelque chose d'inapproprié avait été fait, trop soigné ou trop ordinaire. Un homme qui s'informait sur les trains et l'histoire, puis s'allongeait entre 2 vieilles pierres, était soit extrêmement malchanceux, soit aussi chanceux que quelqu'un d'autre le souhaitait. Sur la pelouse, le crépuscule s'installait dans les creux. On entendit le bruit d'une voiture, un bruit plus puissant et plus vif que celui que Rose Hill entendait habituellement,
et bientôt une voiture à l'allure officielle remonta l'allée et s'arrêta devant le portail du cimetière. L'agent Pritchard se tenait là, tel un gardien chaussé de bottes confortables, un homme d'une trentaine d'années en sortie, vif, aux cheveux noirs, l'air déterminé et poli. « Inspecteur Bramley », souffla quelqu'un à côté de Miss Marple avec un respect mêlé d'admiration. « Du comté. » L'inspecteur fit un signe de tête à Pritchard, prononça quelques mots, puis s'adressa au petit groupe de villageois rassemblés, irrésistiblement attirés par le drame. « Mesdames et messieurs, dit-il non sans amabilité, nous voulons le moins de dérangement possible. Si vous avez l'amabilité de rentrer chez vous maintenant, nous irons trouver quiconque pourra nous aider. » La voix avait cette autorité patiente qui exige qu'on lui obéisse. C'était, pensa Miss Marple, une voix sensée. Il n'avait pas l'air d'un homme doué en psychologie villageoise. Mais on ne peut pas tout avoir. « Mademoiselle Marple », murmura-t-elle nerveusement à son coude. C'était Mademoiselle Evans, l'institutrice mince et sérieuse, avec des lunettes qui lui donnaient des yeux plus grands que nature. Je suis presque certaine qu'il a regardé ces pierres en particulier. Je l'ai vu. Il était agenouillé, comme quelqu'un qui reçoit des instructions. Et il y a autre chose, même si je ne suis pas certaine que ce soit important. « Tout est important jusqu'à ce que ça ne le soit plus, » dit Miss Marple. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chère ?»« Je pense, » dit mademoiselle Evans en serrant son mouchoir comme s'il s'agissait d'un message de courage. « Je pense qu'il s'est trompé de tombe. »« Comme c'est intéressant, » murmura Miss Marple, et elle regarda comme par hasard, une fois de plus, les deux pierres qui se dressaient côte à côte dans l'herbe depuis près de 30 ans. Père et fils, 2 fois le même nom. Le village s'était souvenu de cet accident avec cette fidélité particulière que les villages montrent aux anomalies. Et voilà qu'une autre anomalie s'imposait à eux. Miss Marple rentra chez elle par Willow Lane, où les haies étaient hautes et luisantes. Des lampes étaient allumées aux fenêtres, et l'on pouvait apercevoir de petites scènes, des femmes étalant des tasses pour les faire sécher, un garçon faisant son grammaire, la langue entre les dents, Monsieur Cobb lisant son journal, les pieds nus sur le seau à charbon, au grand désespoir silencieux de sa femme. La vie avait la même apparence qu'avant, mais elle n'était plus la même. Elle le ressentait à la façon dont les gens remuaient la tête, à la rapidité avec laquelle les rideaux retombaient, au bref silence qui suivait la mention d'un nom. Devant son portail, elle s'arrêta, car Madame Larkin traversait l'allée en courant, la casquette de travers, le visage rouge de cette rougeur effrayante que certaines femmes prennent lorsqu'elles sont à la fois fatiguées et excitées. « Mademoiselle Marple, j'espérais vous voir. Je ne suis plus aussi nerveuse, et Tom ne m'apporte aucun réconfort. Les hommes ne le sont jamais dans ces moments-là. » Miss Marple, qui considérait les hommes comme très réconfortants, lorsqu'on les laissait faire ce qu'ils faisaient bien, ce qui était rarement ce qu'on leur demandait, invita Madame Larkin à entrer et la fit asseoir. Le salon de Miss Marple était réconfortant. Il provenait de la façon dont les choses étaient disposées, comme si leur ordre pouvait en apporter une certaine dose. « J'ai déjà vu cet homme !» s'exclama Madame Larkin avant même d'avoir enlevé son manteau. « En effet, ce que j'ai dit à Madame Alford est vrai, mais je ne me souvenais plus où. Et maintenant, je m'en souviens. C'était il y a 1 mois, pas plus de 5 semaines. Il est venu à la boutique pendant que j'y étais avec Madame Cobb. Il voulait... oh, quelque chose de particulier. Du ruban noir, mat, pas brillant. Et il était très exigeant sur la largeur. Madame Cobb a dit qu'elle ne gardait pas ce genre de ruban et l'a envoyé à Market Ledbury. Il semblait contrarié. Pourquoi un homme devrait-il être exigeant sur le ruban noir ? Il y a de très bonnes raisons d'être méticuleux avec le ruban noir, a déclaré mademoiselle Marple. Les funérailles, par exemple. Les femmes aussi sont très exigeantes avec le ruban. Les hommes ne le sont que lorsqu'ils font un travail de femme ou font semblant de ne pas le faire. Madame Larkin la fixa, perplexe et un peu apaisée. « Je n'aime pas ça, Miss Marple. Je n'aime pas ça du tout. Ces pierres. Je n'aime pas les coïncidences, pas celle-là. »« Non, » dit Miss Marple, et son regard, doux et clair,
se posa sur le feu où une petite braise s'affaissait délicatement, lançant une brève et brillante flamme. Moi non plus. Après avoir apaisé madame Larkin avec une cuillerée de xérès et promis de ne pas s'inquiéter, mademoiselle Marple resta un moment devant la cheminée, réfléchissant. Elle n'exprimait pas souvent ses pensées à voix haute. Elle le faisait cette fois-ci, non pas pour mieux les entendre, mais pour établir une distinction entre ce qu'elle savait et ce qu'elle ressentait. « Un homme arrive à Rose Hill, dit-elle doucement, cherchant des pierres et demandant les horaires des trains. Il prend une chambre sans bagages qui raconterait des histoires et se rend à une fête. On le voit agenouillé près de 2 tombes du même nom, puis on le retrouve étendu entre elles, impeccablement propre et presque mort. Il a récemment eu besoin d'un ruban noir. Il est prudent. Il ne boit pas, ne parle pas plus que nécessaire. Que dire d'un tel homme? Qu'il a des affaires ici. Des affaires anciennes, je crois. Et quelqu'un d'autre aussi. » L'horloge sur la petite table sonna les quarts, aussi guindée qu'une chaperonne. Miss Marple éteignit la lampe et monta l'escalier avec sa petite impatience habituelle, courbée, devant des marches qui semblaient le jour un peu plus hautes la nuit. Dans sa chambre, le lit était baissé, les oreillers bien gonflés, les rideaux tirés avec précision. Elle s'assit un instant au bord du lit et contempla de l'autre côté de la ruelle le sombre amas de toit, la ligne noire de la haie, et au-delà, la place sombre du clocher. Il lui semblait, avec la sensation qu'on éprouve face à un changement de temps imminent, que le village avait vacillé sur ses fondations. La peur a cet effet. Elle dissipe les petites bontés et resserre les vieilles injustices. Au matin, elle le savait. On parlerait de qui était parti où, à quelle heure, de qui avait dit ceci et de qui avait oublié cela. Rose Hill deviendrait une oreille, et tout sonnerait comme une confession. Elle pensa à l'inspecteur Bramley, vif, précis, habitué aux faits qui restent en place. C'était souvent un soulagement pour la police lorsqu'un village leur désignait un coupable, quelqu'un de convenable, quelqu'un qui s'était montré désagréable la semaine précédente, ou qui n'avait pas payé une facture, ou qui avait eu le malheur d'avoir l'air louche alors qu'il n'était que timide. Miss Marple le savait. Grâce à St. Mary Mead et à la collection de vie qu'elle conservait discrètement en mémoire, il y avait toujours un moment où une personne gentille, ordonnée et malhonnête se présentait. Elle se demandait, non sans gentillesse, à qui appartiendrait le tour à Rose Hill. Dehors, une bicyclette passa dans un léger fracas, et le grelot rapide et anxieux de quelqu'un qui roulait trop vite pour aller ailleurs. Un chien aboya une fois, puis, comme réprimandé par l'obscurité, s'arrêta net. Le village émit les petits bruits complaisants du sommeil. Miss Marple tira la couverture sur ses épaules, s'allongea et ferma les yeux. Elle dormit facilement, mais pas profondément. Ce n'était pas dans ses habitudes de dormir profondément quand il y avait des choses à observer. Au matin, mais ce sera pour un autre. Chapitre. La rosée sur l'herbe du cimetière brillait comme des épingles, et les 2 pierres se dressaient, comme elles l'avaient fait depuis des décennies, disant ce qu'elles avaient à dire avec une patience constante. On les relirait, et chaque lecture aurait un sens différent. Ainsi en est-il des tombes, des villages et des petites histoires que les êtres humains écrivent sur le monde. Ce ne sont pas des explications, ce sont des rappels. Pour l'instant, tandis que l'obscurité enveloppait Rose Hill, les ragots se multipliaient dans les salons et les cuisines, et la peur s'installait, subtile et précise, dans les fissures du vieux lieu comme un courant d'air. Et dans une petite chaumière, une dame au regard vif et posé, à qui il suffisait d'un murmure pour entendre le discours dans son intégralité, restait immobile, écoutant les réflexions du village. Chapitre 3. Premiers indices. À Rose Hills, le matin avait une innocence que l'excitation de la nuit précédente ne parvenait pas à dissiper. Les chaumières baignaient dans un soleil pâle, les haies scintillaient de rosée, et l'air était empli de sons ordinaires, le cliquetis des bouteilles de lait, le grincement des barrières,
les aboiements des chiens impatients de courir. Pourtant, sous tout cela planait un silence, comme une pause avant un cantique à l'église. La mort, inattendue et désagréable, s'était installée parmi eux, et personne ne pouvait vaquer à ses occupations sans un regard en arrière. Miss Marple, se levant plus tôt que la plupart, dressa sa table avec sa propreté habituelle. De tempérament, elle n'était pas du genre à prendre son petit déjeuner au lit. La vie lui avait appris que les petites disciplines, des tasses en porcelaine bien dressées, des œufs cuits 3 minutes à la coque, un vase de roses fraîches, même lorsqu'on n'avait que soi pour les admirer, contribuaient grandement à apaiser l'esprit. Elle beurra ses tartines d'une main calme, guettant le pas du facteur, dont la conversation, bien que brève, était toujours révélatrice. Quand M. Green, le facteur, arriva enfin, il était plus que d'habitude avide de bavarder. Il portait le journal du matin sous le bras, et après avoir remis une lettre de la nièce de Miss Marple, il s'attarda sur le perron. « Terrible affaire, madame. On l'a trouvée raide comme on veut. L'inspecteur du comté dit que c'est un meurtre, c'est vrai. Ma femme l'a appris de Madame Pottle elle-même. Et Madame Pottle, comme vous le savez, n'exagère pas. Pas beaucoup. » Miss Marple laissa échapper un murmure compatissant. « Un étranger, dit-on ? » ?»« Oui, mais pas si étrange, à mon avis. Il était là depuis un jour ou deux, à flâner. Madame Cobb dit qu'il a acheté une carte, et pas une des nouvelles. Une vieille carte d'état-major, pliée en lambeaux. À quoi bon ça, à moins de chercher quelque chose qui n'est pas destiné à être trouvé. » Miss Marple le remercia, déclina l'offre du journal. Elle préférait le lire plus tard, en privé, et referma doucement la porte. Une carte, une tombe, un ruban noir. De petites choses, pourtant, qui s'additionnaient pour désigner un homme dont les activités n'étaient pas innocentes. Une visite au cimetière. Plus tard ce matin-là, elle se dirigea vers le cimetière. Il n'était pas rare qu'elle s'y promène. Personne ne trouvait cela étrange. De fait, beaucoup de villageois trouvaient du réconfort à être vus dans les environs. Cela suggérait la respectabilité, une sorte de jardinage moral de l'âme. Mais ce jour-là, les regards la suivaient avec plus d'attention que d'habitude. L'agent Pritchard se tenait à la grille, l'air important et légèrement mal à l'aise en présence de l'inspecteur Bramley, qui dictait des notes d'un ton vif et métropolitain. Bramley salua Miss Marple d'un hochement de tête réservé aux dames d'un certain âge, à la fois courtois, indulgent et dédaigneux. « Bonjour, monsieur, » dit Miss Marple d'un ton aimable. « Hier, nous avons eu une journée bien remplie. Vous êtes très occupée, j'imagine. »« Bonjour, madame. »« Oui, malheureusement. Inutile de vous déranger, je vous assure. Nous avons tout sous contrôle. » Son attitude suggérait qu'il était habitué à ce que les femmes lui demandent des assurances. « Oh, je ne voudrais pas vous déranger, » dit Miss Marple avec une douceur qui fit tousser et rougir légèrement l'agent Pritchard. « Je passais simplement par là, et j'ai pensé à revoir la pierre du pauvre vieux monsieur Reed. Il était si exigeant avec ses roses. »« Un de tes amis ?» demanda sèchement Bramley. « L'ami d'un ami, » répondit Miss Marple. « Mais c'est curieux de voir à quel point on remarque souvent au second regard quelque chose qu'on avait manqué auparavant. » Elle s'avança discrètement vers les 2 pierres tombales. L'herbe était encore courbée là où le corps avait été déposé. L'inspecteur Bramley la suivit, peut-être peu désireux de paraître grossier, peut-être légèrement inquiet à l'idée qu'elle puisse voir ce qu'il avait manqué. Les pierres tombales étaient assez ordinaires, l'une plus récente, l'autre plus ancienne, mais toutes deux semblables par le nom. Miss Marple se pencha avec une agilité surprenante pour tracer la faible inscription sur la tombe du fils. Les lettres étaient usées, mais la date était claire. 1935. « C'est tellement triste, » murmura-t-elle. « Père et fils, la même année. On imagine un accident, une grippe peut-être, ou quelque chose d'aussi cruel. Et c'est étrange que quelqu'un fasse tout ce chemin pour se reposer entre eux. »« Étrange ou pas, » dit Bramley sèchement, « ce type est mort, et nous saurons bien assez tôt comment. Le médecin fera son rapport aujourd'hui. En attendant, nous devons découvrir qui il était et pourquoi il est venu ici. » « J'ose dire, »
dit doucement Miss Marple. Que ces deux questions peuvent être une seule et même question. Bramley fronça les sourcils, mais avant qu'il puisse répondre, l'agent Pritchard attira son attention sur le mur du cimetière, où un morceau de papier avait été retrouvé, coincé dans le lierre. Il était humide et déchiré, mais il portait les mots. Les noms doivent être justifiés. D'une écriture rapide, Bramley le mit dans sa poche, l'air satisfait. Miss Marple ne dit rien, mais ses yeux s'attardèrent sur le lierre comme s'il lui avait murmuré quelque chose. Thé avec Madame Bantry. Cet après-midi-là, Miss Marple prit le thé à Marley House avec Madame Bantry, une femme au caractère enjoué dont l'amour des mystères n'avait d'égal que son talent pour les gâteaux éponges. Madame Bantry avait, bien sûr, entendu toutes les rumeurs et les répétait toutes avec délectation. On dit qu'il avait une liste de noms dans sa poche. Le vicaire le jure, même si Madame Alford m'a dit que ce n'était en fait qu'un emploi du temps. Et Madame Larkin insiste sur le fait qu'elle a vu une marque sur son poignet, comme une cicatrice. Ou était-ce de l'encre? Vous la connaissez. Mais entre nous, Jane, je pense que tout se résume à ces deux tombes. Une coïncidence de nom? Absurde. Quelqu'un à Rose Hill en sait plus qu'il ne le dise. Miss Marple sourit dans sa tasse de thé. Les coïncidences, ma chère Dolly, sont très instructives. On pense que ce sont des accidents, mais en réalité ce sont des indicateurs. Il suffit de décider dans quelle direction elles pointent. Madame Bantry rit joyeusement. C'est toi, Jane. Toujours à lire les panneaux pendant que nous autres, nous regardons les haies. Réflexion du soir. Quand Miss Marple rentra chez elle, la douce lumière du soir baignait le chemin. Elle s'installa près de sa fenêtre, tricotant, ses aiguilles bougeant comme si elle rythmait ses pensées. Un étranger au nom commun, logé avec peu de bagages, intéressé par les vieilles pierres et les cartes, méfiant des rubans, retrouvé mort sur une tombe, où père et fils partageaient non seulement un nom de famille, mais aussi une année de décès. Un fragment d'écriture sur des noms à prendre en compte. Pour la plupart, ce n'étaient que des fragments. Pour Miss Marple, il commençait déjà à former un motif, incomplet, indistinct, mais suggestif. Et les motifs, elle le savait, ressemblaient beaucoup au tricot. Un seul fil mal tiré, et tout se défait. Elle n'avait qu'à attendre, écouter et remarquer ce que les autres oubliaient. Et en attendant, songea-t-elle, l'inspecteur Bramley allait probablement se voir confier un suspect bien assez tôt. Après tout, les villages étaient là et prompts à livrer leurs coupables, surtout quand les mauvais se présentaient si facilement. Miss Marple rangea soigneusement son tricot dans son panier. Ses yeux brillaient, son attitude sereine. Elle le savait pertinemment, la véritable histoire de la tombe à deux noms ne faisait que commencer. Chapitre 4. Le mauvais suspect. Au troisième jour après la fête, le village n'était plus seulement inquiet, il était dans l'expectative. La rumeur s'était muée en conviction. Chacun, semblait-il, était certain de savoir qui était responsable, même si les noms variaient selon le salon. Rose Hill était dans cet état familier à Miss Marple pour de nombreuses occasions similaires, anxieux, vigilant et silencieusement impatient que la police intervienne. Et dans ces moments-là, elle le savait, la mauvaise personne était généralement sacrifiée aux besoins de réconfort du village. La confiance de l'inspecteur Bramley. L'inspecteur Bramley arriva ce matin-là au Rose and Crown, avec l'air vif d'un homme qui a rassemblé les pièces du puzzle. On l'avait entendu dire, du moins à portée de voix de Madame Alford, que c'était une affaire simple, après tout. Ces mots se répandirent rapidement, et lorsque mademoiselle Marple les entendit, toute la paroisse semblait déjà à moitié convaincue que justice était en route. Dans le confort douillet de l'auberge, Bramley s'entretenait avec l'agent Pritchard, tandis que madame Pottle veillait sur lui, son tablier lissé avec sévérité. Mademoiselle Marple, qui avait pris la peine de s'asseoir à une table près de la fenêtre avec une théière, semblait absorbée par son tricot. Pourtant, ses oreilles étaient dressées comme celles d'un moineau. « C'est assez évident, » déclara Bramley. L'homme, Brown, comme il se faisait appeler, fouinait dans le cimetière, prenant des notes.
On l'a vu parler à Larkin à plusieurs reprises. Et Larkin a à la fois le tempérament et l'opportunité. L'agent Pritchard parut dubitatif. L'humeur, oui, monsieur, mais le mobile? Les querelles de Tom Larkin portent généralement sur les cochons ou le prix de l'orge. Ça me semble être une affaire différente. Bramley tapota la table. Le mobile se présentera tout seul. Plus d'un villageois aurait entendu Larkin dire que les étrangers n'apportaient jamais rien de bon. Et il était tout près de la fête, buvant plus qu'il ne veut l'admettre. Brown a été vu pour la dernière fois marchant vers le cimetière au crépuscule. Larkin le suivit. À 9 heures, Brown était mort. Ça me suffit. Les yeux de Madame Pottle se tournèrent vers Miss Marple, comme si elle cherchait son avis. Mais Miss Marple se contenta d'ajuster ses lunettes et de compter les mailles. L'arrestation. Dans l'après-midi, la nouvelle était tombée. Tom Larkin avait été placé en garde à vue. Sa pauvre femme se tenait pâle et abattue devant le portail de son jardin, serrant son châle. « C'est un imbécile », disait-elle amèrement à quiconque s'arrêtait. « Mais ce n'est pas un tueur. Ils finiront par s'en apercevoir. Il le faudra. » Certains, cependant, secouaient la tête avec une satisfaction morose. « Il est fougueux, celui-là », murmura le vendeur de vélos. « À mon avis, ça devait arriver tôt ou tard. » À Marley House, Madame Bantry était presque essoufflée d'excitation lorsque Mademoiselle Marple est venue prendre le thé. « Ils ont arrêté Tom. C'est extraordinaire, non? Et Bramley dit que c'est presque réglé. J'avoue, Jane, que je ne peux m'empêcher d'être soulagé. Il y a quelque chose de très réconfortant dans une solution bien rangée. » Miss Marple remuait lentement son thé. Réconfortant, peut-être, mais l'ordre, je l'ai souvent observé, peut être très trompeur. Il faut toujours se demander l'ordre pour qui. Madame Bantry cligna des yeux, puis rit. « Tu fais parfois frémir, Jane. » Observation silencieuse. Ce soir-là, Miss Marple repassa devant le cimetière. Les hommes de l'inspecteur étaient guilés partis, le portail était ouvert, et l'herbe s'incurvait légèrement, à l'endroit où Brown s'était allongé. Elle s'arrêta entre les deux pierres, Thomas Reed et encore Thomas Reed, et contempla le sol d'un air pensif. Tom Larkin était un homme fanfaron, certes. Il avait ses défauts, comme sa femme le savait bien. Mais il n'avait manifesté aucune crainte lorsqu'il buvait à la fête, aucun secret lorsqu'il s'attardait près des stands. Un homme coupable, songea Miss Marple, ne se montre pas aussi ouvert. De plus, il y avait cet étrange bout de papier trouvé dans le lierre. Les noms doivent être justifiés. Larkin, qui peinait à signer son propre nom sans laisser de traces, n'était pas vraiment du genre à griffonner des notes énigmatiques. Elle resta immobile, écoutant le silence du cimetière. Quelque part dans la haie, une grive chantait son chant du soir, comme si le monde était parfaitement ordinaire. Pourtant, le regard bleu perçant de Miss Marple avait déjà capté le détail que personne d'autre n'avait pris la peine de remarquer. Une légère empreinte dans la mousse près de la tombe du fils, trop petite pour une chaussure d'homme, trop nette pour être fortuite. Quelqu'un d'autre s'était agenouillé là, non pas une fois, mais souvent. Et cette personne, pensa-t-elle avec une certitude calme, n'était pas Tom Larkin. Chapitre 5. Les secrets révélés. Le lendemain de l'arrestation de Tom Larkin, Rose Hill bourdonnait d'activité telle une ruche agitée par des mains insouciantes. Les ménagères s'attardaient sur le pas des portes. Les jardiniers s'appuyaient plus longtemps que d'habitude sur leurs bêches, et les enfants étaient envoyés faire d'interminables courses, ce qui garantissait que leurs oreilles revenaient chargées de bribes de conversation. Le village s'était toujours su plein de secrets, mais jusqu'à présent, ces secrets avaient été comme des araignées dans un grenier, désagréables, certes, mais hors de vue. Avec un meurtre à proximité, les toiles furent soudain tirées vers la lumière. L'angoisse de Madame Larkin, Miss Marple alla tout naturellement voir Madame Larkin. Elle n'avait pas pour habitude de s'immiscer, mais elle savait que le chagrin et l'indignation trouvent un soulagement en présence d'une personne qui n'interrompt ni ne condamne. Madame Larkin la reçut avec l'accueil distrait de quelqu'un qui a à moitié oublié ses bonnes manières. Ses yeux étaient gonflés, ses mains tordaient un coin de son tablier.
Ils n'ont aucun droit, Miss Marple, aucun droit du tout, s'exclama-t-elle. Tom a été stupide. Oui, grande gueule, trop attaché à la tante à bière, mais jamais méchant. Il ne frapperait personne, même dans son humeur. Miss Marple resta assise en silence, les mains jointes sur ses genoux. « Ça doit être très dur, » dit-elle doucement, « d'avoir tout le monde qui la regarde et qui murmure. » Les lèvres de madame Larkin tremblaient. « Dur ! C'est insupportable. J'entends déjà madame Cobb raconter que Tom s'est battu un jour avec un homme à Market Ledbury. C'était il y a 10 ans, et ce n'était rien de plus qu'une bagarre au moment des récoltes. Et maintenant ils disent... Oh, ils disent des choses horribles. » Elle se pencha à la voix basse. « On dit que Tom a eu des relations avec la famille de M. Reed il y a des années. Qu'il devait de l'argent, ou pire. Mais je vous le dis, Miss Marple, c'est faux. Tom a beaucoup de défauts, mais les secrets n'en font pas partie. Il est trop franc. » Miss Marple inclina la tête. Elle savait pertinemment que les hommes francs couvraient souvent les silences des autres. Les potins du Cobb Shop. Plus tard dans la matinée, Miss Marple se retrouva à l'épicerie Cobb. Elle n'avait besoin que d'un petit pot de mélasse, mais madame Cobb, avec ses yeux ronds et vifs et sa poitrine imposante, ne pouvait recevoir plus que des provisions. « Bonjour, Miss Marple, » dit madame Cobb en baissant la voix tout en fermant le paquet. « Vous l'aurez entendu. On dit que Tom Larkin est en colère, mais entre nous, je ne crois pas que ce soit tout. Absolument pas. »« Oh !» dit Miss Marple doucement, acceptant sa monnaie. Madame Cobb se pencha en avant, l'air avide. « On raconte, à voix basse, remarquez, que M. Brown, comme il se faisait appeler, n'était finalement pas un inconnu ici. Le mari de ma cousine jure l'avoir vu à Market Ledbury il y a des années, sous un autre nom. Un parent des Reed, peut-être. Et si c'est le cas, eh bien, vous vous souvenez de la dispute que cette famille a eue avec les Larkin au sujet de la haie de délimitation ? » Les yeux de Miss Marple pétillèrent, mais elle dit simplement « Oui, on se dispute pour des haies, des disputes très violentes, en effet, presque aussi violentes que celles pour des poules. » Madame Cobb ne se laissait pas distraire. « Croyez-moi, Miss Marple, c'est plus profond, et vous découvrirez que la femme de chambre de Madame Bantry en sait plus qu'elle ne le devrait. Je l'ai vue plusieurs soirs, croisant quelqu'un près de l'échalier. » Miss Marple accepta ça, mais hélas d'un léger hochement de tête. « Les ragots du village, pensa-t-elle, étaient comme les ronces, sauvages, tentaculaires et pleines d'épines cachées. Mais parfois, elles portaient des fruits. » Le casse-tête du recteur. Cet après-midi-là, le vicaire, M. Alford, rendit visite à mademoiselle Marple. Il était désemparé, les mains pleines de papier. Ses lunettes lui glissaient sur le nez. « Ma chère Miss Marple, » commença-t-il, « je ne sais trop quoi en penser. Vous souvenez-vous de l'inscription ? Thomas Reed, père et fils, tous deux disparus en 1935 ? J'ai consulté les registres paroissiaux, et c'est vraiment très étrange. » Miss Marple lui fit signe de s'asseoir et lui servit du thé. « Bizarre, monsieur Alford. Il range ses papiers. Le père, Thomas Reed père, est décédé en juin de cette année-là, d'une insuffisance cardiaque, chose tout à fait banale. Mais le fils, Thomas fils, a été enterré moins de 15 jours plus tard. Les archives mentionnent un accident, mais ne précisent pas. C'est inhabituel. Et là, il désigna une inscription tachée, voici quelque chose d'encore plus étrange. Il y a une note dans la marge. Enquête menée par les autorités du comté. Aucun détail, aucun résultat. Rien de plus. Les yeux de Miss Marple se posèrent pensivement sur la page. C'est vraiment curieux. Un père et son fils, si proches l'un de l'autre. Et maintenant, après toutes ces années, un autre homme repose sur leur tombe. Le vicaire soupira. « Cela me pèse, Miss Marple. On ne peut s'empêcher de se demander quelle ombre plane ici. » Miss Marple réfléchit. Ce soir-là, dans son petit salon, tandis que le canari chantait doucement, Miss Marple mit de l'ordre dans ses pensées. Tom Larkin arrêté, pratique mais peu convaincant. Un étranger se faisant appeler Brown, lié d'une manière ou d'une autre au Reed. Une querelle en 1935, étouffée mais pas oubliée. Un morceau d'écriture,
Les noms doivent être justifiés. Les secrets, Miss Marple le savait, ne meurent jamais d'eux-mêmes. Ils attendent, patients comme les mauvaises herbes, qu'une nouvelle main remue la terre. Et alors ils surgissent, étouffant les fleurs. Elle baissa les yeux sur son tricot. Le modèle était simple, mais une seule maille ratée pouvait tout bouleverser. Il en était de même pour les affaires humaines. Un faux pas, une vérité cachée, et une vie entière s'écroulait. Quelque part à Rose Hill se trouvait le véritable mobile. La jalousie, la vengeance, l'héritage ou la honte. Et Miss Marple était certaine que cela n'avait rien à voir avec le tempérament de Tom Larkin. Chapitre 6. Un deuxième choc. Le lendemain matin, le ciel était brumeux, avec une fine bruine qui humidifiait les haies et laissait des perles d'eau frémissantes sur les toiles d'araignée. C'était une journée où les villageois enfilaient leurs manteaux et allaient vite faire leurs courses, heureux d'avoir un feu à la maison. Pourtant, malgré la grisaille, une agitation inhabituelle régnait à Rose Hill. L'inspecteur Bramley avait promis des développements, et l'air était chargé de spéculations. Miss Marple, de son côté, était allée à la poste acheter une feuille de timbre. Elle parla poliment à Miss Bell, la receveuse, et s'enquit de ses rhumatismes, mais son esprit était ailleurs. Elle songeait, les lèvres légèrement pincées, que les choses s'étaient arrangées trop tôt. Une arrestation, un mobile supposé, les rumeurs d'une vieille querelle, tout cela était commode, presque trop commode. Et si la situation paraissait confortable au village, elle était souvent bien plus inconfortable en réalité. La découverte. Il était un peu plus de 11 heures lorsque le nouveau choc se fit sentir. Le garçon du curé, envoyé chercher du bois à la sacristie, descendit le chemin à toute vitesse, le visage blême et essoufflé. « Il y en a encore un !» cria-t-il haletant. « Encore un dans le cimetière !» Les mots parcoururent le village comme un feu d'artifice. Des portes s'ouvrirent, des pas se pressèrent, des voix s'appelèrent. En quelques minutes, une foule s'était à nouveau massée devant le portail du cimetière. Miss Marple, marchant à pas plus rapides que d'habitude, arriva et trouva l'inspecteur Bramley déjà là, la mâchoire serrée, l'agent Pritchard à ses côtés. Sur l'herbe humide, près du mur nord du cimetière, gisait une silhouette, plus petite cette fois, plus mince. C'était mademoiselle Evans, l'institutrice. Elle n'était pas morte, même si elle en paraissait proche. Son visage était pâle, son souffle court, et elle tenait à la main un bout de papier. « On l'a retrouvée allongée ici », dit sèchement Bramley à la foule. « Vivante, Dieu merci. On a appelé le docteur Hayter. Dégagez tous, ne restez pas bouche bée. » Les villageois, scandalisés mais fascinés, se retirèrent à contre-cœur, murmurant entre eux des choses qui portèrent au loin. Miss Marple, un peu à l'écart, ne bougea pas. Son regard perçant et silencieux observait la scène. Les lunettes de Miss Evans fracassaient par terre, la terre humide près de la tombe, remuée par plus d'une paire de chaussures, et, plus curieux encore, le morceau de papier serré si fort dans la main de la pauvre femme que Bramley dut l'arracher. Il ne contenait que quelques mots, écrits de la même écriture hâtive que le fragment précédent. Les noms sont erronés. La théorie de l'inspecteur Bramley. Dans l'après-midi, l'inspecteur avait déjà formulé sa conclusion. Il convoqua une réunion au Rose and Crown, s'exprimant avec une fermeté qui ne souffre aucune contradiction. « C'est clair comme de l'eau de roche », déclara Bramley. « L'institutrice a fourré son nez là où il ne fallait pas. Elle a participé à ce satané quiz. Elle a posé des questions et elle est tombée sur quelque chose qu'elle n'aurait pas dû savoir. Celui qui a tué Brown a essayé de la réduire au silence. Preuve, s'il en était besoin, que Larkin était notre homme. Il est connu pour ne pas l'apprécier, et elle est l'une des rares à l'avoir reconnu en train de filer la nuit. » Des hochements de tête se firent entendre dans la salle, même si quelques visages, ceux de M. Pottle et de Mme Bantry, affichaient un air dubitatif. Mademoiselle Marple était assise avec son eau d'orge, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement. « Très clair, dit-elle doucement.
même si, comme je l'ai souvent constaté, la clarté dépend beaucoup des lunettes que l'on porte. Bramley lui lança un regard qui suggérait que les lunettes n'étaient pas la seule chose qu'il trouvait superflue. Doute silencieux. Ce soir-là, Miss Marple rendit visite à Miss Evans au presbytère, où elle avait été portée au repos par les soins attentifs de Madame Alford. L'institutrice était faible, mais son regard brûlait de détermination. « J'ai vu quelqu'un », murmura-t-elle d'une voix rauque à Miss Marple, tandis que Madame Alford s'occupait des oreillers. « Dans la brume, près des tombes. J'ai cru que c'était Brown, revenu à la vie. Mais ensuite j'ai réalisé. » Elle s'interrompit, frissonnante, et ferma les yeux. Miss Marple lui caressa la main. « Il ne faut pas se fatiguer, ma chère. Mais vous m'avez déjà dit quelque chose de très important. » Tandis que Miss Evans sombrait dans un sommeil agité, Miss Marple sortit discrètement dans le passage. Elle savait désormais que le mystère des tombes était plus profond que l'inspecteur Bramley ne l'avait imaginé. Les noms dont il fallait rendre compte n'étaient pas simplement gravés dans la pierre. C'étaient des noms vivants, empêtrés dans de vieux secrets, et quelqu'un à Rose Hill était prêt à tuer à nouveau pour les garder cachés. Miss Marple resserra son châle sur ses épaules. Elle en avait assez vu pour savoir. L'arrestation de Tom Larkin était pire qu'une erreur. C'était un bandeau sur les yeux, et à moins qu'elle ne fasse très attention, quelqu'un d'autre à Rose Hill pourrait bientôt être enterré parmi les tombes de Thomas Reed. Chapitre 7. Miss Marple fait sa tournée. Le brouillard s'était dissipé le lendemain matin, mais à Rose Hill, l'air restait lourd de spéculations. Mademoiselle Evans, bien que vivante, était trop faible pour répondre aux questions. L'inspecteur Bramley avait déclaré la situation sous contrôle, mais les villageois n'étaient pas convaincus. Ils murmuraient des histoires de fantômes, de malédictions, de noms se répétant comme un sort. Pour eux, la tombe aux deux noms était devenue moins une curiosité qu'un avertissement. Miss Marple, quant à elle, prenait son sac à tricot et son châle comme si elle s'apprêtait à faire une simple promenade matinale. Pourtant, elle savait, forte d'une longue expérience, que la vérité d'un village ne réside pas dans les rapports officiels, mais dans les cuisines, les salons et les paroles discrètes que les gens prononcent lorsqu'ils pensent que personne ne les mènera plus loin. Au chalet des Larkins, sa première visite fut, naturellement, chez Madame Larkin. Les yeux de la femme étaient rouges à force de pleurer, ses cheveux étaient en désordre sous son foulard. Elle accueillit Miss Marple avec une gratitude lasse. « Ils ont enfermé Tom, Miss Marple. Ils l'ont enfermé comme un chien sauvage. Il est peut-être brutal, mais jamais cruel, et il jure n'avoir jamais approché cette tombe. » Miss Marple posa doucement sa main sur la sienne. « J'ose dire que Tom dit vrai, ma chère. Il arrive souvent que le mauvais homme soit puni en premier, parce qu'il a l'air d'être le bon. » Les épaules de Madame Larkin tremblèrent. « Si seulement je savais qui était cet homme, celui qui est mort. » Il y a un lien, je le sens. Tom a dit un jour, il y a des années, que les Reed avaient semé le trouble à Rose Hill. Mais il n'a pas voulu m'en dire plus. Le regard de Miss Marple devint pensif. Les hommes cachent souvent leurs vieux griefs, pensant épargner leurs femmes. Mais les griefs ont tendance à perdurer plus longtemps qu'ils ne le devraient. Merci, Madame Larkin. Votre aide a été précieuse. Un mot avec Monsieur Pottle. Au Rose and Crown, Miss Marple trouva Monsieur Pottle en train de polir son comptoir avec une vigueur excessive. Il était mal à l'aise, et un propriétaire mal à l'aise signifiait souvent qu'il en avait entendu plus qu'il n'en voulait. « Bonjour, Monsieur Pottle, » dit-elle joyeusement. « Je me demandais si notre pauvre visiteur, Monsieur Brown, comme il signait, avait oublié quelque chose dans sa chambre. » Monsieur Pottle fronça les sourcils. « Rien, madame, à part un bout de papier déchiré que j'ai donné à l'inspecteur. Il a écrit d'une écriture soignée, quoique pressée, pourrait-on dire. Mais surtout, il m'a posé une question étrange. Il voulait savoir s'il y avait encore des familles à Rose Hill du nom de Reed. Je lui ai répondu que non, pas ces 20 dernières années. Mais cela m'a rappelé cette vieille tragédie. Père et fils disparus le même été. Triste histoire. » « Très triste, » acquiesça Miss Marple. « Curieux aussi. »
Un étranger pose des questions sur une famille disparue depuis longtemps, puis gît sans vie sur leur tombe. Cela suggère une affaire inachevée. M. Pottle lui lança un regard noir. C'est justement ça. Une affaire inachevée. Un après-midi avec Madame Bantry. À Marley House, Madame Bantry était plus animée que jamais, ravie d'avoir quelque chose de plus excitant que des dahlias pour occuper ses pensées. « Ma chère Jane, tu ne le croiras jamais. Madame Cobb m'a dit que Brown, ou qui que ce soit d'autre, a été aperçu à Market Ledbury il y a quelques années, posant des questions sur les héritages. Apparemment, il s'enquérait de la succession des Reed. Quelle obstination, tu ne trouves pas? À mon avis, il courait après l'argent, et quand on court après l'argent, il y a toujours quelqu'un qui meurt. » Miss Marple sourit faiblement. « Oui, Dolly. L'argent est une motivation très fiable, même si j'ai souvent constaté que l'orgueil et la honte étaient encore plus fiables. » Madame Bantry se pencha vers elle. « Entre nous, Jane, je ne serais pas surprise que quelqu'un à Rose Hill ne soit pas tout à fait celui qu'il prétend être. Après toutes ces années, les gens oublient, mais tout le monde ne laisse pas le passé derrière lui. »« En effet, » dit Miss Marple à voix basse, « le passé ne reste jamais enfoui, même pas dans une tombe. » Réflexion du soir. De retour à son cottage, Miss Marple passa en revue les récoltes de la journée, les allusions de Madame Larkin à une vieille querelle, le souvenir de M. Pottle concernant les questions des Reed, les héritages et les identités évoquées par Madame Bantry, mais qui n'étaient honte pas ce qu'ils semblaient être, et la pauvre Miss Evans qui avait murmuré avoir cru voir Brown revenir à la vie. Il était désormais clair que le meurtre n'était pas dû au hasard. L'étranger était venu délibérément à Rose Hill, en quête de réponses sur les Reed, et quelqu'un au village avait compris que ces questions menaçaient de révéler bien plus que les pierres du cimetière. Miss Marple posa son tricot. L'inspecteur avait son suspect bien rangé en la personne de Tom Larkin, mais elle, Jane Marple, possédait quelque chose de plus précieux, le modèle de la nature humaine. Et la nature humaine, elle le savait, se trahirait toujours, pour peu qu'on y regarde de plus près. Elle pensa au murmure entrecoupé de Miss Evans. « Je pensais que c'était Brown, revenu à la vie. » Peut-être, songea Miss Marple, avait-elle vu Brown, ou peut-être, bien plus troublant, quelqu'un qui portait le visage de Brown. Chapitre 8. Les ombres de 1935. L'enquête de l'inspecteur contre Tom Larkin était menée avec zèle, mais le village lui-même semblait sceptique. Les habitants acceptèrent son arrestation avec cette résignation inquiète, qui suggère non pas la croyance, mais la lassitude. Pourtant, le soupçon devait bien être ancré quelque part, et jusqu'à ce que la vérité éclate, Tom Larkin servirait. Miss Marple, cependant, n'avait aucune intention d'attendre sans rien faire. Elle savait pertinemment que les meurtres ne se produisaient pas dans le vide. Ils étaient la floraison de graines semées depuis longtemps. Et les graines de Rose Hill, elle en était certaine, avaient été plantées lors de cet été fatidique de 1935, lorsque deux hommes du même nom, père et fils, furent enterrés à quelques semaines d'intervalle. Une visite aux archives. C'est sur la suggestion du vicaire, M. Alford, que Mademoiselle Marple passa sa matinée dans la sacristie, à éplucher les vieux registres paroissiaux. Les volumes reliés en cuir sentaient l'humidité et la poussière, leurs pages brunies par le temps. Pourtant, ils racontaient leur histoire avec une persévérance silencieuse. Thomas Reed Sr., enterré le 17 juin 1935. Cause du décès, insuffisance cardiaque. Thomas Reed Jr., enterré le 2 juillet 1935. Cause du décès, accident. Pas d'explication supplémentaire sauf la note marginale cryptique. Enquête menée par les autorités du comté. Miss Marple traça du doigt l'encre pâle. Il était inhabituel pour un clerc de paroisse de laisser une telle note sans détail. Elle sentait que quelque chose avait été délibérément omis. Et cette occultation, d'après son expérience, était aussi révélatrice qu'une confession. Souvenir de Madame Cobb. Sur le chemin du retour,
Miss Marple s'arrêta chez l'épicier. Madame Cobb était en pleine forme, affairée, les manches retroussées, et la langue déliée par la présence de 2 clients avides de nouvelles. « Bien sûr que je me souviens des Reed, » dit Madame Cobb en posant une miche de pain avec un bruit sourd. « C'était une drôle de famille. Ils se tenaient à l'écart, même si le garçon était un peu fou, toujours à rouler à moto, dévalant les rues comme un diable. Certains disaient qu'il buvait, d'autres disaient pire. Et quand il est mort, eh bien, on a parlé d'accident, mais il y avait des rumeurs. Oh oui, des rumeurs. Qu'il avait eu des ennuis avec une fille, une villageoise. » Miss Marple haussa légèrement les sourcils. « Vraiment, Madame Cobb ? On oublie à quel point de petites querelles peuvent parfois tourner au drame. » Madame Cobb hocha la tête avec insistance. « On parlait d'un bébé, Miss Marple. Je ne vous en ai jamais parlé, bien sûr, mais bébé et dispute vont souvent de pair. » Un indice de Madame Alford. Cet après-midi-là, au presbytère, Madame Alford confirma le murmure à sa manière guindée. « Ma chère Jane, je m'en souviens parfaitement. Je venais de me marier. On disait que Thomas Reed fils avait une liaison avec une fille de Rose Hill, mais je n'ai jamais pu dire laquelle. L'affaire a été étouffée, bien sûr. Les Reed n'étaient pas du genre à prendre les scandales à la légère. Mais peu de temps après, eh bien, le pauvre garçon était mort, et la famille ne s'en est jamais remise. » Miss Marple, sirotant son thé léger, demanda très doucement. « Et la fille? Était-elle encore au village après ?» Madame Alford pinça les lèvres. « Oh, je suppose que oui. On ne quitte pas toujours un endroit simplement à cause des circonstances. Mais les gens oublient, Jane. Ils préfèrent oublier. C'est plus confortable. »« En effet, » dit Miss Marple, le regard pensif. « Mais oublier et pardonner sont 2 choses différentes. » Soirée au coin du feu. Cette nuit-là, Miss Marple était assise seule près de son foyer, son tricot sur les genoux. Les flammes léchaient doucement le charbon, et l'horloge tic-taquait avec une régularité patiente. Un père mort d'une insuffisance cardiaque. Un fils mort dans un accident. Des murmures d'une fille, d'une enfant peut-être. Un scandale enfoui sous le silence. Et voilà qu'un inconnu s'enquérait des Reed, comme déterminé à remuer ses cendres. Et que dire des notes cryptiques? Les noms doivent être justifiés, et les noms sont faux. Les yeux de Miss Marple se rétrécirent légèrement. Le problème n'était pas seulement de savoir qui était le mort, mais qui il n'était pas. Les noms pouvaient être modifiés, empruntés, dissimulés. L'héritage, l'identité, la honte, tout pouvait dépendre d'un seul nom. Elle laissa son tricot de côté. Elle en savait suffisamment sur le passé de Rose Hill pour être certaine d'une chose. Le meurtre de M. Brown n'était pas un crime passionnel soudain. C'était la continuation d'une querelle commencée 30 ans plus tôt. Et si elle avait raison, le véritable coupable n'était pas encore terminé. Chapitre 9. Un piège de mots. Le lendemain, le ciel s'éclaircit, même si le village demeurait plongé dans le doute. Tom Larkin languissait en détention. L'inspecteur Bramley était satisfait de son affaire, et pourtant les villageois continuaient de chuchoter. C'était le genre d'atmosphère que Miss Marple connaissait bien. Quand les ragots abondaient, c'était que la vérité n'avait pas encore été découverte. Elle décida que le moment était venu de faire son premier test silencieux. La nature humaine, avait-elle toujours dit, est semblable à une plante. Si on l'arrose avec les mots justes, elle grandira vers la lumière de la vérité. Au Rose Hill Green, Miss Marple commença sa matinée au pré, où Madame Cobb, Larkin et Bantry se trouvaient par hasard, échangeant ce genre de conversation qui semblait toujours fortuite, mais qui ne l'était jamais. Miss Marple s'approcha avec son doux sourire habituel, un panier au bras. « Quelle belle matinée !» dit-elle en regardant vers le clocher. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser, en passant devant les tombes, à la tristesse que Thomas Reed fils soit mort si jeune, et dans des circonstances si difficiles. Il y eut un silence. Madame Cobb inspira brusquement, tandis que les yeux de Madame Bantry pétillaient d'intérêt. Mais ce fut Madame Larkin qui rougit et s'agrippa à son châle. « Difficile, » répéta-t-elle. Miss Marple hocha la tête, le visage serein. « Oui, en effet. »
si peu de temps après la mort de son père. On imagine à quel point cela a dû être difficile pour la jeune fille concernée. Madame Larkin poussa un petit cri, puis se détourna. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, » dit-elle bien trop vite, et elle retourna précipitamment à son cottage. Madame Cobb la regarda avec délectation. « Voilà, vous voyez, j'ai toujours dit qu'il y avait autre chose. Une fille impliquée, c'est vrai. Et peut-être que l'inconnu, Brown, en savait quelque chose. » Miss Marple inclina la tête comme si elle avait simplement parlé par pure pitié. Pourtant, intérieurement, elle nota attentivement la réaction de Madame Larkin. Il n'y avait pas d'erreur possible. Le scandale de 1935 n'était pas seulement une rumeur de village. Il touchait quelqu'un encore vivant et proche, autour du thé avec Madame Bantry. Plus tard, à Marley House, Madame Bantry insista auprès de Mademoiselle Marple. « Jane, espèce de méchante créature, tu as fait exprès de faire cette remarque. Je l'ai vue dans tes yeux, et ça a marché. » Madame Larkin a failli avouer. Miss Marple sourit faiblement. « Ma chère Dolly, les gens se confiaient souvent sans un mot. Il suffit de trouver la bonne ouverture. » Madame Larkin n'en sait plus qu'elle n'ose le dire. Mais la culpabilité, même empruntée, a toujours tendance à se manifester. Madame Bantry se pencha en avant avec empressement. « Pensez-vous que Tom Larkin le sache aussi ? » « C'est possible, mais s'il le fait, il ne l'avouera jamais à l'inspecteur. Cela ressemblerait trop à un mobile. » Réflexion du soir. Ce soir-là, dans son salon, Miss Marple passa en revue sa petite expérience. Elle avait semé une seule phrase, et la récolte avait été immédiate. La peur de Madame Larkin était sincère, le goût du scandale de Madame Cobb tout aussi sincère, la joie de Madame Bantry, sincère mais inoffensive. 3 réactions très différentes, mais une seule suggérait la connaissance d'une vérité trop dangereuse pour être exprimée à voix haute. Et puis il y eut le murmure entrecoupé de Miss Evans. « Les noms sont erronés. » Et si le scandale de 1935 avait été enterré non seulement dans le silence, mais dans les noms eux-mêmes? Miss Marple posa son tricot, les yeux brillants. Elle en était sûre maintenant. Le mystère ne résidait pas dans la façon dont M. Brown était mort, mais dans sa véritable identité et dans le nom oublié qu'il avait fini par revendiquer. Chapitre 10. La question des noms. Lorsque les cloches de l'église sonnèrent midi dimanche, Rose Hill bourdonnait à nouveau de spéculations. Les villageois se rassemblèrent sur les bancs, leurs prières sincères mais le regard attentif. Même les hymnes semblaient discrets, comme si l'ombre de la mort planait encore sur les tombes. Miss Marple, coiffée de son chapeau du dimanche, chantait d'une voix douce et juste comme toujours. Pourtant, ses pensées n'étaient pas tournées vers le psautier, mais vers la phrase singulière laissée par la main mourante de M. Brown. Les noms sont erronés. Elle savait maintenant, avec cette certitude tranquille à laquelle ses amis avaient appris à faire confiance, que la vérité dépendait de ces noms. La frustration de l'inspecteur. Après la cérémonie, l'inspecteur Bramley raccompagna Miss Marple devant le cimetière. Son visage était marqué par l'irritation, mais ses manières demeuraient officiellement polies. « Bonjour, Miss Marple. J'ai entendu dire que vous avez visité la moitié du village. J'espère que vous n'encouragez pas de théories farfelues. » Miss Marple le regarda sereinement. « Les théories farfelues, inspecteur, sont comme les mauvaises herbes. Elles poussent plus vigoureusement quand le sol est laissé à l'abandon. » Bramley fronça les sourcils. « On tient notre homme. Larkin s'est disputé avec Brown, et quand Mademoiselle Evans a commencé à poser des questions, il a essayé de la faire taire aussi. C'est clair. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent. Transparent, peut-être. Mais parfois, la fenêtre la plus transparente est celle qui a le plus de fissures. Une visite au marché de Ledbury. Cet après-midi-là, Miss Marple fit un voyage tranquille jusqu'à Market Ledbury. L'omnibus roulait bruyamment sur les chemins de campagne, ses sièges en bois dur mais fiables, et Miss Marple était assise avec son tricot comme si elle était partie faire une course des plus banales. Au bureau des archives du comté, un commis lui apporta des registres poussiéreux. Elle s'enquit avec sa douceur de la famille Reed de Rose Hill.
Il se souvenait vaguement. Oui, il y avait eu des problèmes en 1935, une sorte d'enquête. La mort du père avait été naturelle, mais celle du fils était moins évidente. Officiellement, il s'agissait d'un accident, mais des rumeurs persistaient concernant une dispute, une moto et une jeune femme abandonnée en détresse. Miss Marple examina attentivement les papiers, et là, à l'encre noire, se trouvait un nom inattendu, Margaret Larkin, citée comme témoin lors de l'enquête sur le garçon. « Curieux », murmura-t-elle en fermant le livre avec des doigts délicats. Une conversation révélatrice. Ce soir-là, de retour à Rose Hill, Miss Marple rendit une nouvelle visite à Madame Larkin. Celle-ci l'accueillit nerveusement, tordant son tablier entre ses mains. « J'ai pensé au pauvre Thomas Reed, » dit doucement Miss Marple, les yeux rivés sur le feu. « Et à cette terrible année 1935. Quelle tristesse pour le village. Et pour vous aussi, j'imagine, Madame Larkin. » Madame Larkin sursauta. « Pour moi ? Pourquoi aurait-il dû en être ainsi ?» Le regard de mademoiselle Marple était doux, mais inflexible. « Parce que, ma chère, le registre paroissial mentionne votre nom parmi les témoins de l'enquête. Vous connaissiez Thomas Reed fils. Vous étiez peut-être même proche de lui. » Pendant un instant, madame Larkin resta figée. Puis son visage se décomposa et elle le cacha dans ses mains. « C'était il y a si longtemps, » murmura-t-elle. « J'étais jeune, stupide. Il y avait un enfant, un bébé qui n'a jamais vécu. Mes parents m'ont fait jurer de le taire. Et quand Thomas a été tué, il semblait préférable, plus sûr de tout oublier. Mais ça ne l'est jamais, n'est-ce pas, Miss Marple? Jamais vraiment oublié. »« Non, ma chère, » dit doucement Miss Marple. « Le passé attend que quelqu'un ose le perturber. C'est ce qu'a fait M. Brown. Il est venu chercher la vérité de 1935. Mais la vérité était dangereuse pour quelqu'un qui vit encore à Rose Hill. » Le reflet de Miss Marple. En rentrant chez elle sous le crépuscule, Miss Marple avait les idées claires. Le meurtre n'était pas lié à l'humeur de Tom Larkin, ni aux disputes de la fête. Il s'agissait de noms. Le nom Reed, le nom Larkin, et celui que Brown avait hérité. Quelqu'un avait tué pour que ces noms restent à leur place, ou du moins hors de leur place. Et elle soupçonnait, avec la certitude tranquille d'une longue habitude, que le meurtrier n'avait pas encore fini. Chapitre 11. Le démasquage de Brown. Le lendemain matin, Rose Hill se réveilla dans un village à nouveau en effervescence. Les dernières rumeurs ne concernaient pas Tom Larkin, ni même la pauvre Miss Evans, mais le défunt lui-même. Brown, l'appelaient les villageois, même si plus d'un murmurait désormais que ce n'était pas son vrai nom. Miss Marple, assise près de la fenêtre avec sa tasse de thé, s'autorisa un léger sourire. Le village comprenait enfin la question qu'elle se posait depuis le début. Qui était vraiment cet homme? La révélation de l'inspecteur Bramley. Au Rose and Crown, l'inspecteur Bramley convoqua le vicaire, M. Alford et plusieurs des villageois les plus respectables. Il était de bonne humeur, visiblement ravi de ce qu'il considérait comme un coup de maître. « Mesdames et messieurs, » déclara-t-il debout, raide, à la tête du petit salon, « je viens d'avoir des nouvelles du siège du comté. Notre défunt M. Brown n'était pas Brown du tout. Son vrai nom était Henry Reed. Oui, Reed. Un neveu de Thomas Reed, enterré dans notre cimetière. Il a disparu à l'étranger il y a de nombreuses années et n'est revenu que maintenant, visiblement pour se mêler d'affaires familiales qu'il valait mieux laisser enterrer. » Un murmure parcourut la salle. Ce nom avait du poids, car chacun se souvenait du scandale de 1935. Bramley poursuivit d'un ton satisfait. « Ça colle parfaitement. » Reed est revenu incognito, fouillant dans de vieilles affaires, et Tom Larkin, qui en savait plus qu'il n'était sage, l'a terrassé. Affaire classée. Madame Bantry, qui ne résistait jamais à un moment dramatique, laissa échapper un petit cri de surprise. Quel scandale délicieux! De retour de l'étranger, et assassiné avant même d'avoir pu expliquer pourquoi. Miss Marple, qui tricotait tranquillement, leva la tête. « Pardonnez-moi, inspecteur, mais ne trouvez-vous pas curieux qu'un homme retourne dans son village natal sous un faux nom et tienne tant à être reconnu? »
Si Henry Reed souhaitait simplement se recueillir sur les tombes de ses proches, il aurait pu le faire sans secret. Mais s'il souhaitait perturber quelqu'un de vivant, un faux nom serait très utile. Bramley fronça les sourcils. « Vous compliquez toujours les choses, Miss Marple. »« La nature humaine, » répondit Miss Marple, « est compliquée. » L'instituteur parle. Cet après-midi-là, Miss Marple rendit visite à Miss Evans, qui avait repris des forces grâce aux soins de Madame Alford. Les yeux de l'institutrice, encore brillants d'une intensité fiévreuse, s'illuminèrent à l'entrée de Miss Marple. « Je sais qui c'était, » murmura mademoiselle Evans. « Quand je l'ai vu près de la tombe, j'ai cru voir Thomas Reed Jr. ressuscité. La ressemblance était troublante. C'est pourquoi j'ai dit que les noms étaient erronés. C'était comme si le mauvais Reed avait été enterré et que le défunt était revenu. » Miss Marple lui tapota la main. « Oui, ma chère. Les ressemblances familiales peuvent être très déconcertantes. Et quand on ravive de vieux scandales, la ressemblance devient plus qu'un hasard. Elle devient une menace. » Contemplation du soir. De retour à son chalet, Miss Marple réfléchit à tout ce qui avait été révélé. Henry Reed, neveu des Reed de 1935, était revenu en secret. Il avait pris un faux nom, non pas pour se cacher du village, mais pour rendre ses recherches moins alarmantes, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il avait posé des questions sur les tombes, les héritages, les noms. Et quelqu'un, craignant d'être démasqué, l'avait tué. L'arrestation de Tom Larkin, Miss Marple le comprit désormais clairement, n'était qu'un prétexte commode. Le véritable meurtrier courait toujours, lié à la vieille tragédie de 1935, par bien plus que de simples rumeurs. Elle posa son tricot, le regard pensif. Le moment était proche de rassembler les fils. Elle tendrait son filet avec soin, non par des menaces ou des exigences, mais par les pièges discrets de la conversation. Après tout, la nature humaine se trahit plus facilement lorsqu'elle se croit en sécurité, et Miss Marple avait l'intention d'assurer précisément cette sécurité, jusqu'à ce que le masque tombe. Chapitre 12. Le thé à Rose Lane. Mardi, la tension était palpable à Rose Hill. Les villageois se saluaient avec raideur, leur conversation saccadée, comme si chaque mot pouvait en révéler trop. Même les enfants jouaient plus discrètement sur le pré, jetant des regards vers le cimetière comme s'ils s'attendaient presque à un murmure des pierres. Miss Marple, cependant, vaquait à ses occupations sereinement. Elle avait décidé que le moment était venu de passer à l'action. Et, comme pour beaucoup de ces enquêtes discrètes, cela prendrait la forme d'un événement tout à fait ordinaire. Un goûter. Invitation par hasard. Il est remarquable de constater la facilité avec laquelle une dame âgée peut réunir une compagnie sans jamais lancer d'invitation officielle. Miss Marple laissa son portail ouvert et s'occupa du jardin, si bien que Madame Cobb, passant par là, s'arrêta pour dire un mot. Madame Bantry, bien sûr, arriva comme par instinct, attirée, on le soupçonnait, autant par l'odeur du théâtre que par la promesse d'un gâteau éponge. Monsieur Pottle arriva avec un paquet de biscuits pour le thé restant du bar, et Madame Larkin, réticente mais impuissante, le suivit lorsque Miss Marple remarqua doucement « On doit se sentir bien seul avec Tom absent. Venez nous tenir compagnie. » En une demi-heure, le petit salon de Miss Marple était plein. Le canari chantait joyeusement dans sa cage, le feu flamboyait dans la cheminée, et les tasses s'entrechoquaient dans leurs soucoupes, tandis que les invités s'installaient. La conversation commence, Miss Marple servit le thé avec sa précision habituelle. « Un sucre, Madame Cobb ? Et rien pour vous, Madame Bantry, je crois. » Elle offrit des assiettes de gâteaux aux graines et de biscuits à l'orge, souriant gentiment à la compagnie. « Je pensais, » commença-t-elle de son ton le plus doux, « à quel point cela a dû être triste pour les Reed de perdre le père et le fils la même année. 1935, n'est-ce pas ?» Madame Bantry se pencha en avant avec empressement. « Oui, Jane. Un été des plus tragiques. Tout le monde l'a dit à l'époque. » Madame Cobb renifla. « Il y avait plus qu'une tragédie, à mon avis. Ce garçon était fou.
et on dit qu'il a laissé, eh bien, des complications derrière lui. » Madame Larkin rougit et pencha la tête sur sa tasse de thé. Miss Marple remarqua le geste, mais continua doucement. « Ce qui me frappe, poursuivit-elle, c'est à quel point les familles peuvent se ressembler. Henry Reed, notre pauvre visiteur assassiné, avait, disait-on, une ressemblance troublante avec son cousin Thomas Reed fils. De telles ressemblances peuvent être très troublantes, surtout quand on préfère croire que le passé est bien enfoui. » Monsieur Pottle s'agita, mal à l'aise, sur sa chaise. Bon, ressemblance ou pas, ce type posait trop de questions. Pas étonnant que quelqu'un ait perdu patience. Le piège se resserre, Miss Marple posa sa théière et le regarda d'un air innocent. Mais pourquoi les questions de nom et d'héritage devraient-elles perturber qui que ce soit, à moins qu'il y ait quelque chose à cacher? Après tout, une histoire familiale honnête résiste à toutes les investigations. Il y eut un silence. Le regard de Madame Cobb allait d'un visage à l'autre, avide de la moindre trace de culpabilité. Madame Bantry se laissa aller en arrière, les yeux pétillants, savourant le spectacle. Les mains de Madame Larkin tremblaient tandis qu'elle essayait de beurrer un scone, et le visage de Monsieur Pottle était devenu rouge, mais difficile à dire si c'était à cause du feu ou de la remarque. Miss Marple sourit doucement, comme si elle n'avait rien remarqué. « C'est curieux, n'est-ce pas ?» poursuivit-elle, comme le passé a tendance à ressurgir. Je me souviens d'un cas à St. Mary Mead où une jeune femme croyait son secret complètement oublié, pour le retrouver sous la forme d'un homme qui lui posa une question toute simple. « Quel nom utilisiez-vous alors ?» Madame Larkin poussa un petit cri et posa sa tasse trop brusquement, renversant du thé sur la soucoupe. Les autres se tournèrent vers elle, surpris. Elle marmonna quelque chose à propos de la chaleur ambiante et se leva précipitamment pour s'excuser. Conséquence. Lorsque le petit rassemblement se sépara, Madame Bantry resta en arrière, les yeux brillants d'excitation. « Jane, quelle futée créature! Tu as effrayé la pauvre Madame Larkin à en perdre la raison. Que voulais-tu dire par ces histoires de noms ?» Miss Marple croisa calmement les mains. On oublie souvent à quel point un nom peut être révélateur, Dolly. Un nom choisi ou caché peut être plus révélateur que n'importe quelle confession. Et Madame Larkin vient de m'en dire beaucoup. Madame Bantry eut un frisson de joie. « Vous voulez dire qu'elle sait qui a tué Henry Reed ?» Miss Marple sourit faiblement. « Pas encore. Mais elle sait pourquoi il a été tué. Et c'est là, ma chère, que tout a commencé. » Chapitre 13. Le désespoir dans l'obscurité. Les jours qui suivirent la petite réunion de Miss Marple furent tendus à Rose Hill. L'air du village semblait plus âpre, comme si les mots étaient plus tranchants. Madame Larkin avait à peine été vue depuis son départ précipité, et son silence n'en fit que raviver les langues. L'inspecteur Bramley, quant à lui, avançait avec la vivacité d'un homme déterminé à simplifier une affaire, même lorsque la simplicité lui échappait. Miss Marple, calme comme toujours, continuait à tricoter dans le jardin, levant les yeux de temps à autre vers le clocher de l'église ou le chemin au-delà. Mais elle la ressentait, la pression indéniable du désespoir. Les meurtriers, elle le savait, s'impatientent lorsque leur crime ne reste pas caché, et le désespoir, tôt ou tard, les pousse à récidiver. Une tentative dans le cimetière. C'est jeudi soir, alors que le crépuscule tombait tôt derrière un banc de nuages, que la seconde tentative eut lieu. Mademoiselle Evans, suffisamment rétablie pour marcher sous le pas de sa maîtresse d'école, était allée à l'église chercher des cahiers d'exercices abandonnés. Elle n'était pas partie depuis longtemps lorsqu'un cri strident et rauque retentit, mettant le village en émoi. Lorsque l'inspecteur Bramley et l'agent Pritchard arrivèrent avec leurs lanternes, Mademoiselle Evans était de nouveau retrouvée près du portail du cimetière, effrayée, secouée, mais heureusement vivante. Elle avait été frappée par derrière, mais pas mortellement, et son agresseur s'était enfui dans l'ombre du mur du cimetière. « Le même méchant, bien sûr, » annonça Bramley à la petite foule rassemblée. « C'est encore l'œuvre de Larkin. Il a dû s'éclipser, intrépide comme l'airain, pensant la faire taire pour de bon. »
Il y eut des murmures d'approbation, mais aussi de doute, car Larkin était, disait-on, enfermé à la prison du comté, et si les villageois craignaient son tempérament, rares étaient ceux qui croyaient aux évasions magiques. L'idée d'une autre main, toujours libre parmi eux, s'empara d'eux avec un frisson que même la certitude de Bramley ne parvint pas à dissiper. Miss Marple, debout au fond, son châle serré contre elle, gardait ses pensées pour elle. Elle n'avait pas besoin de parler. Elle le voyait déjà sur le visage des villageois. La peur se transformait peu à peu en suspicion les uns envers les autres. Une conversation tranquille avec l'inspecteur. Plus tard dans la nuit, l'inspecteur Bramley se retrouva, à sa grande surprise, dans le salon de Miss Marple. Le canari chantait d'une voix somnolente, le feu flamboyait, et la vieille dame était assise sereinement, ses aiguilles claquant. « Je ne sais pas pourquoi je suis venu, » admit Bramley d'un ton bourru, « sauf peut-être que vous avez une façon de voir les choses. » Miss Marple sourit faiblement. « Parfois, inspecteur, on voit mieux en ne faisant pas trop d'efforts. La nature humaine est très simple, à condition de l'observer suffisamment longtemps. Les gens se répètent, comme les modèles de tricot. Il suffit de remarquer quand le modèle est faux. » Bramley se pencha en avant. « Et que remarquez-vous dans ce cas ? » « Cette pauvre Miss Evans a été agressée 2 fois, » répondit Miss Marple, « et seulement parce qu'elle a vu quelque chose qu'elle n'était pas censée voir. Non pas ce qu'elle croit avoir vu, Monsieur Brown de nouveau vivant, mais quelqu'un d'autre, quelqu'un qui lui ressemblait suffisamment pour la faire sursauter, quelqu'un qu'elle connaissait, mais qu'elle n'avait pas reconnu immédiatement. » Bramley fronça les sourcils. « Tu dis, je dis, » interrompit doucement Miss Marple, « que le meurtrier est ici, à Rose Hill, inspecteur, pas dans une cellule. Et si nous n'y prenons pas garde, ils essaieront à nouveau sous peu. » La résolution de Miss Marple. Lorsque Bramley fut parti, toujours sceptique mais troublé, Miss Marple resta assise en silence, la lueur du feu vacillant sur son visage serein. Elle en avait assez vu. Henry Reed était revenu sous un faux nom pour révéler un vieux scandale. Il avait été réduit au silence, et Miss Evans avait failli l'être à 2 reprises, par la même main. Le tueur était désormais désespéré, et le désespoir, Miss Marple le savait, était dangereux, mais aussi imprudent. Il était temps de tendre le piège final. Non par la force, non par des accusations, mais par les mots. Car les mots, bien placés, étaient plus mortels que n'importe quelle arme. Elle plia soigneusement son tricot dans son panier, le regard pensif. Bientôt, très bientôt, elle réunirait les bonnes personnes dans une pièce. Et là, de la manière discrète qu'elle connaissait le mieux, elle laisserait la nature humaine se trahir. Chapitre 14. Le piège final. Le salon de Miss Marple n'avait jamais été aussi accueillant. Le feu flamboyait, le canari roulait joyeusement dans sa cage, et une légère odeur de cire à la lavande flottait dans l'air. C'était le genre d'endroit où rien de terrible ne pouvait arriver, et pour cette raison même, c'était l'endroit idéal pour que la vérité éclate. Elle avait tout arrangé avec soin. L'inspecteur Bramley était assis, raide, dans le meilleur fauteuil, encore dubitatif, mais convaincu par l'insistance discrète de Miss Marple. Cela pourrait être utile. Madame Larkin était là, pâle, les lèvres pincées, les mains crispées sur ses genoux. Monsieur Pottle avait été attiré, protestant qu'il n'avait pas grand-chose à ajouter, mais qu'il était visiblement mal à l'aise. Madame Bantry, bien sûr, assistait à la scène avec un regard brillant, certaine d'être sur le point de déguster quelque chose de délicieux, et l'agent Pritchard se tenait à l'arrière-plan, l'air perplexe mais attentif. Le web est tissé. Miss Marple servit le thé avec une parfaite maîtrise de soi. « Quel réconfort !» dit-elle doucement, « d'être assis ensemble en sécurité après tant de désagréments. Pourtant, je ne peux m'empêcher de penser à la curiosité de tout cela. 2 morts en 1935, un inconnu à l'effigie de 1935.
réapparaissant 30 ans plus tard, et des agressions contre notre pauvre Miss Evans. Le schéma est on ne peut plus clair. L'inspecteur Bramley fronça les sourcils. Simple, Miss Marple? J'avoue que je n'y vois rien de simple. Miss Marple sourit. C'est parce que vous examinez les faits, inspecteur, alors que la réponse réside dans les noms. Monsieur Brown n'était pas Brown du tout, il était Henry Reed. Il est venu à Rose Hill pour demander pourquoi la mort de son cousin en 1935 avait été qualifiée d'accident, et pourquoi on avait murmuré qu'une jeune fille était